Donc, bienvenue à tous et à toutes et à tous à ce webinaire présentation d'outils pédagogiques sur la thématique tabac qui sera présenté par Martina Zolkowska du comité départemental d'éducation pour la santé du Var et Stéphanie Morin du comité départemental d'éducation du Vaucluse pour la santé du Vaucluse. Donc, ce webinaire est organisé par le CRES, le Comité régional d'éducation pour la santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et c'est le dernier d'une série de 8 webinaires qui ont été organisés dans le cadre du Mois sans tabac 2020. Donc, tous ces webinaires sont ensuite mis en ligne sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube du CRES, et nous vous donnerons l'adresse pour les consulter. Donc, ils sont financés à la fois par Santé publique France et l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, moi, je suis Marion Sylvain, je suis chargée de projet au CRES et je suis accompagnée de ma collègue Lisbeth Fleur, qui est responsable de communication au CRES. Nous travaillons toutes les deux sur le Mois sans tabac, maintenant depuis la première édition, depuis 2016. Donc, on animera toutes les deux cette session. Je vais commencer par vous présenter rapidement le CRES pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, le CRES, le Comité régional d'éducation pour la santé, est un centre de ressources généralistes en éducation pour la santé et en santé publique qui œuvre en faveur d'une approche globale de la santé. Et le public avec lequel nous travaillons, ce sont les professionnels du sanitaire, du social, de l'éducation, de la région, ainsi que les élus. Donc, pour ça, on peut les accompagner à différents niveaux. Tout d'abord, grâce au centre de ressources, donc grâce à la mission documentation que nous proposons, dont on pourra reparler. On a aussi des missions de formation, de conseil en méthodologie et évaluation. On est également relais des campagnes nationales comme le Mois sans tabac ou encore la Semaine européenne de la vaccination. Et nous gérons également des bases de données, d'actions, mais également d'éléments bibliographiques et d'outils pédagogiques, mais ça, les intervenantes vous le présenteront. Nous participons aussi à la définition des politiques de santé, impulsons des programmes régionaux en lien avec les partenaires dans les départements et notamment les comités départementaux d'éducation pour la santé, les CODES. Et parmi nos missions, nous avons donc la mission d'ambassadeur du Mois sans tabac. Et donc, plus précisément, notre rôle est de relayer la campagne auprès des acteurs de la région, de les inciter et de les accompagner dans la mise en place d'actions, mais également de les accompagner pour développer leurs connaissances, leurs compétences sur différents points en lien avec le tabac, et d'où voilà, c'est ce type d'intervention aujourd'hui. Donc, le Mois sans tabac en région, en 2020, c'était plus de 250 acteurs qui ont été mobilisés, qui se sont mobilisés pour la mise en place de plus de 400 actions. Donc, on a proposé ce webinaire parce que c'était quand même un besoin qui émanait du terrain, qu'on a pu voir lors de réunions régionales, c'est comment pouvoir accompagner les personnes qui souhaitent entrer dans le sevrage et une fois qu'elles sont entrées, comment les soutenir au mieux. Donc, pour aborder ce thème, on accueille aujourd'hui, je vous le disais, Martina, chargée de projet et d'ingénierie en promotion de la santé au CODES 83, et Stéphanie Morin, qui est documentaliste au CODES 84. Je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Donc, pour revenir à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, la présentation va se faire en 4 parties. Donc, suite à la présentation des comités départementaux et de la mission Centre Ressources, une partie rapide sera consacrée à des notions sur éducation pour la santé et compétences psychosociales qui permettront en fait de justifier le choix des outils qui vont être présentés. Et ensuite, il y aura donc la présentation des outils qui ont été sélectionnés par les intervenantes avec un parallèle qui sera fait avec le kit d'aide à l'arrêt du tabac, Mois sans tabac de 2020. Et en dernière partie, les intervenantes vous présenteront les points d'attention, les points de méthode pour choisir au mieux l'outil que vous souhaitez utiliser pour accompagner vos publics. Il y aura également la présentation de la base de données Bebop,
base de données bibliographiques et d'outils pédagogiques en éducation et promotion de la santé. Voilà pour ce qui était des propos introductifs. Maintenant, je vais inviter du coup Stéphanie à partager son écran. Si tu peux arrêter la présentation. Et puis Martina et Stéphanie, je vous laisse la parole. Donc, bonjour, je suis Stéphanie Morin, documentaliste et chargée de communication au CODES de Vaucluse. Oui, bonjour, brièvement. Martina Ziolkowska, chargée de projet et d'ingénierie au CODES Cadre 3. Alors, nous avons effectivement, comme elle a déjà dit Marion, réfléchi sur façon qu'on va vous présenter les outils. Alors, notre base, c'était le kit moisson tabac, d'accord? On prendra premier temps de vous juste donner quelques notions, voilà, qui nous sommes, parce que c'est bien important d'identifier notre ressource et des centres de ressources. Après, voilà, on va entrer dans l'éducation pour la santé parce qu'il y a quelques conseils indispensables pour une action réussite et vous donner aussi quelques astuces voilà, pour travailler autour de ces outils-là à travers les compétences psychosociales. Bon, quelques notions, pas entrer trop dans le sujet. Par la suite, on va voir l'ensemble des outils, voilà, mais on va interagir ensemble. Vous allez y réfléchir, vous allez être aussi acteur de ce webinaire. Et par la suite, on va vous présenter à nouveau comment faire la recherche, où je vais chercher mes outils et à qui je m'adresse justement pour bien les choisir. Peut-être aussi des fois réfléchir à différentes adaptations avec des personnes qui gèrent au quotidien le centre de ressources. Donc très rapidement, je vais vous présenter un petit peu les CODES, donc les comités d'éducation pour la santé, et leur lien avec les réseaux et les comités régionaux et ainsi que la fédération. Je vais passer assez rapidement sur les missions principales tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on regroupe beaucoup de missions avec les CRES. Donc les CODES, les comités départementaux, sont vraiment des associations de loi 1901 de santé publique qui s'inscrivent vraiment dans des réseaux de partenariats départementaux, mais également dans des réseaux régionaux et nationaux. En départemental, parce qu'on est ancré complètement dans les réalités, qu'elles soient sociales, culturelles ou sanitaires, de nos territoires. Et on est inscrit également dans des grandes diversités de partenariats. On travaille avec les institutions, avec le milieu associatif, avec les professionnels libéraux, mais voilà, avec toutes les personnes en fait qui travaillent, qui sont amenées à développer des actions d'éducation et de promotion de la santé. En régional, parce qu'il existe notamment en PACA un réseau autour des CODES, du CODEPS, donc c'est le nom du CODES des Bouches-du-Rhône, et puis du CRES-PACA, donc qui se sont constitués en IREPS, pour en instance régionale d'éducation pour la santé, sous l'égide en fait d'une charte. Le positionnement est assez original en fait, parce que ça permet à la fois d'avoir une impulsion régionale et en même temps une proximité territoriale qui donne un équilibre justement entre tout ce qui peut être les interventions directes auprès du public, l'accompagnement qu'on peut faire avec les acteurs de relais de prévention et également donc le relais des politiques publiques. Et national, parce que toutes les IREPS, les CODES, les CRES de France sont membres d'une fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé qui représente le domaine d'intervention, notamment auprès des politiques nationales. Alors, l'émission en quelques mots-clés, mais Marion en a déjà donné certaines. Donc les CODES comme les CRES sont là pour essayer d'améliorer la concertation entre tous les acteurs de santé publique. On propose des formations initiales et continues en éducation pour la santé, un accompagnement méthodologique de tous les acteurs et des décideurs de projets. Ça peut être un accompagnement assez court, 1-2 séances de quelques heures pour pointer un petit peu ce qui peut poser problème quand on construit une action. Ou ça peut être des accompagnements longs, tels que l'accompagnement à la construction des ateliers santé-ville, par exemple. On développe aussi l'expertise, l'enseignement et la recherche, toujours en lien avec les partenaires.
le relais évidemment des campagnes ou des priorités, qu'elles soient nationales ou régionales, le développement de nos propres programmes d'éducation pour la santé sur des priorités locales, que ce soit au niveau départemental ou au niveau de certains territoires dans le département. On essaye de participer aussi à la définition des politiques publiques. Et puis, évidemment, on accueille et on informe le public, que ce soit au niveau du centre de ressources documentaires, des outils pédagogiques, de la délivrance du matériel de prévention. Et tout ça, évidemment, dans le respect des règles et de l'éthique de la promotion de la santé. Martina va vous en parler un petit peu tout à l'heure. Voilà, un petit focus sur les centres de ressources documentaires, parce que ça explique aussi pourquoi nous sommes là, Martina et moi, aujourd'hui, pour travailler autour des outils. Chaque CODES ou CRESTRE a effectivement un centre de ressources documentaires qui va proposer donc une bibliothèque spécialisée avec des informations qui sont validées sur les méthodes, les techniques d'animation, tout ce qui est méthodologie de projet en éducation et promotion de la santé, les plans de santé publique, les politiques publiques, et puis évidemment toutes les thématiques de santé ou les publics qui peuvent être ciblés par les actions d'éducation. On a aussi, donc on développe une outil tech, et chaque CODES va vous proposer des centaines et des centaines d'outils pédagogiques qui vont pouvoir vous aider à animer les séances de prévention auprès de vos publics. Et un service de diffusion, là vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est les brochures de prévention santé, les affiches, les dépliants, mais aussi ce qu'on appelle donc la capoterie chez nous. On est diffuseur également officiel des préservatifs gratuitement pour les professionnels qui en ont besoin, pour qu'ils puissent redonner à leur public en accès libre. Et ça se construit autour de services documentaires. Donc les documentalistes ou chargés de documentation des CODES ou du CRES peuvent vous proposer donc des recherches d'informations et d'outils pédagogiques qui vont être vraiment choisis en fonction de votre action. On réalise également des bibliographies, des dossiers documentaires, des répertoires, des recueils de données. Voilà, pas mal de produits documentaires qui peuvent être utiles pour nos professionnels publics. Et évidemment, le prix d'ouvrage, le prix d'outils pédagogiques, ou dans votre ressource en ligne, puisqu'il y a de plus en plus de ressources maintenant qui sont proposées directement sur format numérique, notamment sur Internet. Et on s'occupe également donc, de la communication. En général, on a des sites Internet avec beaucoup de ressources, des bases de données documentaires. Donc, comme disait Marion, on proposera d'aller faire un petit tour sur Big-Bop en fin de webinaire, des annuaires de structures ressources en ligne, des catalogues de documents de diffusion, etc. Voilà, je laisse la place à Martina, donc il va vous expliquer un petit peu le lien entre les outils pédagogiques choisis et l'éducation pour la santé. Merci. Alors, effectivement, pour comprendre un petit peu notre démarche, il faut quelques notions d'éducation pour la santé, mais on va être vraiment très, très court. Il est important, de comprendre ce contexte-là parce que l'éducation pour la santé prend son source avec la définition de l'OMS en 1946, qui détermine la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement à une absence maladie ou d'infirmité. Alors, cette vision, elle invite à réfléchir tous les déterminants de santé de l'individu, et l'éducation pour la santé va intervenir comme un outil de promotion de la santé pour aider aux personnes d'accéder à leurs propres ressources et faire les propres choix pour la santé, favorables à leur santé. Alors, on entend bien dans le mot éducation pour la santé que c'est un processus, que les résultats ne sont pas toujours immédiats. Voilà. Par contre, l'éducation pour la santé, oui, elle a aussi sa finalité qui permet une acquisition et le renforcement et développement des savoirs, des connaissances, mais aussi des savoir-faire, c'est-à-dire mise en pratique. Elle va aider aussi dans le développement des attitudes, elle va contribuer à l'apprentissage de savoir-être sur les compétences personnelles, respect de soi et des autres.
Alors, de la place encore à nouveau des compétences psychosociales. Alors effectivement, certaines parmi vous ont déjà entendu, peut-être déjà travaillé autour des compétences psychosociales, mais pour dire brièvement, alors c'est quoi les compétences psychosociales? Ce sont des capacités d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est-à-dire, voilà, c'est d'avoir cette attitude de maintenir le état de bien-être ou être bien au quotidien, mental, physique, voilà, émotionnel, on va dire aussi. D'ailleurs, ça fait grande partie, l'émotion font grande partie des compétences psychosociales. Alors, qu'est-ce qu'une compétence quand vous voyez sur votre écran? Alors, une compétence, c'est une connaissance mobilisable et tirée de l'expérience nécessaire à l'exécution d'une activité, d'une tâche ou à la résolution d'un problème. Oui, l'expérience est aussi important. Partir, voilà, ça va être toujours base de travail. Alors, qu'est-ce que c'est un champ psychosocial? C'est un domaine au carrefour de la psychologie et de la sociologie. Voilà, ce terme, pardon, définit l'interaction entre les individus et leur environnement social, famille, pairs, groupes culturels et sociaux, écologie notamment, voilà, sur les différents déterminants, lieu de vie, conditions de vie. Ainsi, le comportement des individus sont sous influence des facteurs psychologiques, mais aussi des facteurs sociaux propres à leur culture et leur appartenance sociale. Toute cette définition vient d'outils Comet qu'on va vous présenter par la suite en lien avec le tabac. Alors, voilà, le OMS propose une définition, bon, ça vient un peu plus tard que la définition de la santé. En 1993, les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Alors, voilà, c'est peut-être la partie le plus importante quand on travaille d'éducation pour la santé, parce que c'est le rôle de l'intervenant. Alors, il est là pour aider à personne à prendre conscience de ses capacités, de sa confiance en soi, capacité de son choix, de ses décisions. Il est aussi là pour analyser l'influence du monde qui l'entoure, aider à développer des habilités. Mais à condition qu'ils respectent les choix des personnes, qui voilà, qui est vraiment à l'écoute, ce qui vient, voilà, être vraiment très dans la façon de leur autonomie, voilà, de aller vers un propre développement et les connaissances de soi. Il doit garder, comment dire, il doit vraiment s'abstenir de toute forme d'influence, même de sa propre pensée. Il doit être vraiment beaucoup plus à l'écoute. Par contre, interagir avec le public par le questionnant pour que les personnes aussi s'interrogent. Et la condition vraiment importante, c'est la posture de non-jugement. Alors des fois, mes collègues qui interviennent dans l'éducation pour la santé, ils déterminent ça comme suspendre tout jugement quand quand on anime une séance d'éducation pour la santé. Alors, les 10 compétences sont, voilà, on peut dire, rangées, conceptualisées, voilà, dans 5 catégories. Voilà, une partie qui est avoir conscience de soi et avoir l'empathie pour les autres. Deuxième, savoir gérer ses émotions, savoir gérer son stress, savoir communiquer efficacement, être habile dans ses relations, savoir résoudre les problèmes, savoir prendre les décisions, avoir une pensée critique et avoir une pensée créative. Voilà, ça c'est pour faire le plus court. Après, voilà, nous, dans le diaporama, nous avons intégré aussi différentes ressources où vous pouvez par vous-même d'aller découvrir un peu plus sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales et comment on travaille dans l'éducation pour la santé.
Alors, maintenant, on va passer à la partie le plus intéressante, celle que vous attendez depuis le début, pour présenter les outils. Alors, on va dans un premier temps présenter l'outil qui s'appelle Quitte-moi sans tabac. Peut-être que vous connaissez déjà, mais l'avantage que cet outil, elle peut être diffusée auprès de nombreuses personnes. Chaque personne, voilà, dans le cas de Moi sans tabac, ouais, il peut s'approprier, mais il n'est pas qu'un outil de diffusion, comme le disait Stéphanie, il peut être aussi un outil animé. On va vous montrer un petit peu comment vous pouvez justement animer ce guide, en fait, au moins une première partie. Après, nous allons proposer l'outil Comet, euh, voilà, et photo-expression, vie sociale, et par la suite les vidéos de Santé publique France, c'est des vidéos, voilà, gérées de fumée pour comprendre, qui s'inscrivent dans cette collection. Voilà, donc comme Martina vous le disait, en fait, vous allez voir que les outils vraiment qu'on vous présente, ce sont des outils qui, à l'origine, ont peu de rapport avec le tabac. Pourquoi on a fait ce choix-là? Tout simplement parce que les outils vraiment complètement en relation avec le tabac, il y en a très peu qui ont été construits ces dernières années. Les outils sont un peu vieillissants. Et quand on a regardé la liste des professionnels qui s'étaient inscrits à ce webinaire, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient déjà dans le domaine des addictions du tabac. Donc de présenter en fait des outils vraiment de prévention primaire pour aider les enfants par exemple à repousser au plus tard l'âge de la première cigarette ou autre, ça avait beaucoup moins de sens. Donc on a essayé de réfléchir comment nous, en tant qu'acteurs d'éducation pour la santé, on pouvait proposer des choses qui restent dans ce domaine de la promotion de la santé, tout en étant utiles justement pour les professionnels qui étaient engagés notamment dans l'accompagnement des patients pour le sevrage tabagique. Donc on a pris cette base du kit sans tabac que Martina vient un petit peu de vous présenter, et on a adjoint, voilà, ce kit-là va servir un petit peu de fil rouge, et on a adjoint trois outils, dont deux qui, à l'origine, n'ont absolument rien à voir avec le tabac, mais qui vont vous permettre de travailler quand même autour soit de la prévention, soit de la promotion, soit du sevrage tabagique. Donc le premier, c'est le photo-expression vie sociale, qui a été fait par une association donc, qui s'appelle Plateforme ETP, donc éducation thérapeutique du patient Alsace, en 2018, et qui a été fait pour travailler donc, autour des patients sur les représentations qu'ils peuvent avoir de leur vie sociale. Donc on vous expliquera plus en détail tout à l'heure comment est-ce qu'on l'a relié effectivement au sevrage tabagique notamment. Donc Comet du Crespaka, qui est une mallette qui a été éditée en 2015, qui est également à l'origine un outil d'éducation thérapeutique du patient pour travailler sur les compétences psychosociales des patients qui sont engagés justement dans ces démarches d'éducation pour mieux apprendre à vivre avec leur maladie. Et donc Comet a été vraiment réalisé pour le renforcement des compétences psychosociales de ces patients. Et un outil quand même pour ne pas trop vous frustrer, autour du tabac, c'est une petite série de vidéos qui dure entre 2 minutes 20 et 2 minutes 40. Il y a 4 vidéos donc, qui ont été éditées en 2016 par Santé publique France et qui ont l'avantage, quand on a le DVD en tout cas, voilà, le DVD est parfaitement trouvable soit auprès de Santé publique France, soit auprès de vos CODES, qui a l'avantage d'avoir été fait dans ce qu'on appelle maintenant le FALC, le facile à lire et à comprendre. Ce sont des vidéos simples, avec peu de rédactionnel, beaucoup d'images, des mots simples aussi, et qui vont permettre donc, aux patients qui ont peut-être voilà, des problèmes de barrière avec la langue ou autres, de quand même pouvoir comprendre ces vidéos. Alors, ensemble des outils sont téléchargeables. C'était ça le choix aussi des outils que vous pouvez facilement avoir un accès. Alors, on va commencer par cette partie qui est partie Quitte-moi sans tabac. Alors, elle comporte 3 éléments.
il y a trois parties. Voilà, il y a d'abord le programme, l'agenda avec les conseils, le défi journalier. Ce sont des conseils et des activités pour faire face aux défis à relever, voilà, pour arrêter de fumer. Il y a un disque également dedans pour calculer les économies réalisées en fonction de consommation quotidienne des cigarettes. Et aussi une surprise pour changer des idées. Bon, je vous laisse découvrir la surprise pour certaines qui n'ont pas encore vu cet outil-là. Alors, nous, voilà, c'est le diapo suivant. Nous avons fait choix avec dans la réflexion avec Stéphanie pour vous montrer voilà comment anime cette partie préparation, la première phase de programme Moi sans tabac. Alors pourquoi? Parce que s'inscrit plus directement dans les démarches d'éducation pour la santé. D'autres parties, voilà, on est déjà dans quelque chose qui correspond plus entre guillemets aux soins, voilà, dans l'accompagnement, voilà, plus pour nous, voilà, dans votre, comment dire, avec votre savoir-faire, voilà. Néanmoins, voilà, tout ce qu'on va vous présenter dans la première partie, c'est à vous de réfléchir comment vous pouvez aussi animer dans la suite partie 2, d'accord? Mais c'est parfaitement adaptable. Voilà, donc comme disait Martina, on a vraiment axé des outils sur la phase de préparation, parce qu'on a estimé effectivement que tout ce qui peut tourner autour des compétences psychosociales et des représentations autour du tabac et de ce que c'est en fait qu'être fumeur se passait beaucoup plus sur cette phase-là et beaucoup moins sur le sevrage. Voilà, donc le premier outil présenté, donc le photo-expression vie sociale. Voilà, ça se présente, vous avez un guide d'animation et 60 photos et un guide d'utilisation. À l'origine, donc l'outil photo-expression en règle générale, pas seulement celui-là, ça permet effectivement de mieux comprendre et de mieux rencontrer l'autre, puisqu'on va travailler au-delà des connaissances acquises, voilà. On va vraiment essayer de relever leur représentation, l'image qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes ou d'une thématique, et ça va permettre du coup soit d'engager un petit peu un débat, de faire réfléchir les personnes qui sont destinatrices de ce photo-expression, de l'animation avec ce photo-expression, de les faire réfléchir sur leur comportement, sur leurs propres idées reçues. Et du coup, c'est les outils photo-expression en règle générale, on aime bien les proposer en début d'action pour faire remonter voilà, tout ça, pour pouvoir mieux axer effectivement notre prévention et nos actions derrière. Donc c'est vraiment basé à la fois sur les représentations, mais aussi sur l'expérience des participants, et on va vraiment partir d'eux. Voilà. Et dans ce cadre-là, dans le cadre notamment d'une démarche de sevrage tabagique, on a choisi de présenter cet outil parce qu'il peut permettre aussi, que ce soit en début d'action collective ou si vous avez un patient voilà, qui vient un petit peu pour le sevrage, de travailler vraiment sur les représentations. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va représenter pour eux la cigarette, ou qu'est-ce que ça va représenter pour eux un monde sans tabac, quels bénéfices ils peuvent imaginer. Et au travers de ça, donc ils vont choisir des photos, ça va permettre de prioriser aussi un petit peu ce sur quoi on va pouvoir travailler avec la personne ou avec le groupe, et quels sont leurs besoins et leurs attentes prioritaires, que ce soit dans le cadre de la prévention ou effectivement d'une démarche de sevrage. Et donc ça permet évidemment de comprendre vraiment où en est son public, et on va pouvoir, dans les actions futures, mieux agir sur les freins et sur les leviers qui vont permettre évidemment, dans l'absolu, donc d'arriver à un sevrage tabagique. Donc, ce qu'on va faire, Marion tout à l'heure vous a dit qu'exceptionnellement, dans le cadre d'un webinaire, on allait vous faire travailler un petit peu. C'est-à-dire que pour vraiment comprendre l'intérêt de ce type d'outil et pour réussir un petit peu à rentrer dedans, à vous en saisir, on a décidé de vous faire passer effectivement cet outil de manière un peu minimale. Donc, ce qu'on va vous demander maintenant, voilà, on vous a proposé 6 photos. C'est pendant 1 minute ou 2 de réfléchir sur une consigne qui est simple. C'est
pour vous, fumer, c'est, ou pour vous, fumer, ça veut dire quoi? Voilà, donc on va vous laisser une petite ou 2 minutes et vous allez choisir une des 6 photos qui sont proposées. Et si vous le voulez bien, donc dans le chat, une fois que vous avez choisi votre photo, vous mettez simplement le numéro de la photo et puis un mot ou une expression ou un groupe de mots qui va dire pourquoi vous avez choisi cette photo. Photo 3, m'occuper en attendant. La 1, fumer pour capturer un instant de pause. 6, fumer tout au long de la journée par plaisir, besoin, habitude. La 6, encore fumer pour faire des pauses. La 6, la cigarette rythme la journée est associée à différents moments. 6, perdre son temps. 1, fumer, ça fait vieillir plus vite. 6, une pause. La 6, fumer égale perte de temps. 6, quelques minutes de plaisir. La 2 pour le plaisir. La 6 pour fumer réduit son temps de vie et réduit ses capacités. 6, perte de temps. La 2, jeu de hasard. 2, jouer avec sa vie. 3, car je fume en vacances. La 6, gestion du stress. 4, lien social. Voilà les réponses qu'on a eues. Différentes interprétations. Mais c'est complètement, c'est parfait. 3, se polluer. C'est parfait parce que c'est exactement là où je voulais en venir en fait quand on travaille justement avec un photo-expression. Vous voyez que là, ce photo-expression, donc, à l'origine, est fait pour travailler autour des représentations de la vie sociale, peut être complètement adapté au tabac. Et je prends par exemple l'exemple de la 6. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de réponses autour de cette horloge. Des réponses à consonance un petit peu positives dans le sens ben, ça passe le temps, ou je fume pendant que je fais la pause, ou je fume toute la journée pour le plaisir. Et d'autres, au contraire, à consonance négative, parce que ben, c'est une perte de temps. Voilà, on perd sur la 1, on perd du temps de vie. La 2 aussi est assez représentative, puisqu'on a eu à la fois le côté plaisir, voilà, parce que ça peut faire plaisir, effectivement, de faire des vœux de société. Et il y a aussi, ben, c'est jouer un petit peu sa vie en fumant. Donc là, on a vraiment toute la quintessence des photos-expressions en règle générale. C'est-à-dire que chaque image, on va y mettre quelque chose qui représente notre propre ressenti, notre propre représentation, notre propre idée reçue. Et c'est pour ça que ce photo-expression, il peut être complètement adapté, que ce soit dans le groupe pour engager des débats, que ce soit en individuel pour commencer un petit peu à faire réfléchir la personne qui est en face de nous sur qu'est-ce que ça veut dire pour moi de fumer. Voilà, on va vraiment commencer à travailler sur nos propres représentations, travailler sur notre propre réflexion, et à ce moment-là, on peut effectivement, dans le cadre d'un groupe par exemple, prioriser. Là, si je devais prioriser une action avec les réponses, j'axerais peut-être justement sur le gain de temps, par exemple, quand on ne fume pas, ou le fait de jouer avec sa vie. Est-ce que effectivement le fait de fumer, c'est jouer avec sa vie, ou est-ce que au contraire, c'est un plaisir? Voilà. Et tout ça, ça permet d'alimenter effectivement les réflexions. Et ces réflexions, comme on est dans le cadre des compétences psychosociales, voilà, on retombe sur c'est avoir une pensée critique, voilà. Donc cet outil-là, vous pouvez effectivement parfaitement l'utiliser dans le cadre des actions autour de la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, du tabac. Donc on revient à ce kit Moi sans tabac donc, qui nous sert de fil rouge, toujours pour travailler avec des outils un peu différents autour du tabac. On a cherché des outils donc, qu'on pouvait engager pour travailler autour de la motivation. Donc la motivation, c'est quelque chose qui se passe effectivement en amont
du sevrage tabagique. On est toujours dans notre phase 1 de préparation. Là, on a vu que c'était quand même important de pouvoir comprendre et ressentir ce que représentait le tabac pour nous quand on est fumeur et qu'on veut s'engager dans une démarche. Une fois qu'on a un petit peu travaillé là-dessus, il faut effectivement comprendre aussi et peut-être renforcer nos motivations à nous engager dans une démarche d'arrêt. Pour ça, donc là, on va juste regarder un petit peu, on a ces vidéos de Santé publique France. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a 4 petites vidéos. Donc, il y en a une qui s'appelle « Parce que c'est meilleur pour ma santé », donc j'arrête de fumer. « Pour me sentir plus libre »,« Parce que je veux un bébé » ou « Avec de l'aide, c'est plus facile ». Donc là, comme on est dans le cadre de la motivation, on a choisi de vous présenter donc la vidéo « Pour me sentir plus libre », qui peut également s'intégrer donc soit dans une démarche collective pour lancer un débat, ou bien suivi d'une technique d'animation pour recueillir effectivement les motivations et, encore une fois, prioriser effectivement les interventions qu'on va faire en prévention ou adapter la prise en charge. J'arrête de fumer pour me sentir plus libre. Bonjour, un paquet de cigarettes s'il vous plaît. Ça vous fera 7 € s'il vous plaît. Bonjour, un paquet s'il vous plaît. Voilà, 7 €. J'en ai marre. Ça me coûte trop cher de fumer depuis tout ce temps. Je pourrais faire plein d'autres choses avec cet argent. Si vous fumez un paquet par jour, vous dépensez environ 7 € par jour, soit 210 € par mois, soit 2600 € en une année. Vous ne pouvez pas utiliser cet argent pour d'autres choses dont vous avez envie. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? J'ai plus de cigarettes, mais j'ai besoin de fumer. Je suis énervé. C'est toujours pareil. T'es toujours énervé quand t'as pas de cigarette. En fait, fumer, c'est plus vraiment un choix pour toi. C'est vrai. Mais je te comprends. Avant, quand je fumais, c'était pareil pour moi. Au début, on fume par plaisir, et puis à la fin, plus vraiment. Oui, t'as raison. J'en ai marre de fumer. Tu sais qu'en plus, si t'arrêtes de fumer, tu retrouves la forme pour faire du sport. Tu crois? Oui, c'est sûr. Et en plus, tu retrouves aussi les goûts et les odeurs. En fait, si j'arrête de fumer, je pourrais mieux profiter de la vie. Bon, c'est décidé, j'arrête de fumer. Félicitations! Avoir la motivation pour arrêter de fumer, c'est une étape très importante. Mais c'est difficile. Comment je vais faire pour y arriver? Avec de l'aide, c'est plus facile d'arrêter de fumer. Il existe plusieurs solutions pour vous aider. Pour connaître ces solutions et pour avoir des conseils, vous pouvez appeler Tabac Info Service au 39 89 ou vous connecter sur tabacinfoservice.fr. Pour vous aider à arrêter de fumer, il est important de parler du tabac avec des professionnels. Vous pouvez vous faire aider par un médecin, un pharmacien ou d'autres professionnels de santé. N'hésitez pas à demander des informations. J'ai réussi à arrêter de fumer, je me suis fait aider, c'était plus facile. Arrêtez de fumer pour se sentir plus libre dans sa tête et dans son corps. Donc voilà, et c'est cette petite vidéo, donc celle-là on voit qu'elle introduit aussi le fait de pouvoir demander de l'aide. Voilà, donc ces petites vidéos peuvent être utilisées, comme je disais, donc en début d'action pour travailler sur la motivation, pour servir effectivement de support à un débat. Bon, même si il va falloir changer le prix du paquet de cigarettes, mais je pense que les fumeurs sont au courant. Voilà, en tout cas, c'est un support qui peut également faire partie de l'arsenal un petit peu pour travailler sur les motivations du public. Voilà, et les 4 autres vidéos, enfin les 3 autres vidéos, donc je vous engage à les regarder aussi parce qu'elles peuvent être utiles. Vous avez à la fois le contexte santé, le contexte donc liberté, la famille et puis effectivement savoir demander de l'aide pour être
aider et supporter dans le cadre du sevrage. La motivation, on peut également, donc là je ne vais pas vous refaire travailler sur les photos, mais on peut également utiliser le photo-expression qu'on a vu tout à l'heure pour faire réfléchir effectivement ces publics sur ces motivations à arrêter de fumer. On va créer des consignes adaptées de toute façon pour recueillir leur motivation. Donc là, on va utiliser aussi le mode d'emploi des photos-expressions, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'on va étaler toutes les photos, donc là on en a 60, et on va créer à chaque fois la consigne qui va nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est donné en début de séance. Donc si là l'objectif c'est de faire réfléchir effectivement le public sur ses motivations à arrêter de fumer, on peut leur créer comme consigne par exemple « j'en ai assez de » et choisissez la photo qui va permettre d'illustrer la fin de la phrase, ou je veux, avec la même consigne, de choisir la photo. On peut aussi créer une consigne du type choisissez la photo qui va représenter le plus la motivation que vous avez à arrêter de fumer. Dans ce photo-expression, donc là je ne vous l'ai pas présenté en entier parce qu'à 60 photos, ça fait beaucoup dans le cadre d'un webinaire. Mais vous avez des photos sur... il y a pas mal de choses dans le cadre des bars et des restaurants, par exemple, où maintenant, on ne peut plus arrêter de fumer. Donc, une des motivations, ça peut être, j'en ai assez à chaque fois de sortir et de laisser mes potes tout seuls parce que moi, je dois aller fumer. Il y a beaucoup de photos autour de la famille aussi. Donc, ça peut être pour ne plus en fumer de ma famille ou parce que, effectivement, je veux me bébé. Voilà, donc vous pouvez également utiliser ce photo-expression pour travailler sur les motivations. Alors, maintenant, nous allons voir un outil Comet qui est entièrement téléchargeable sur le site du CRES. Vous avez également le lien en dessous. Alors, cet outil-là a été conçu dans le cadre d'éducation thérapeutique de passion. Alors, nous avons vu qu'il est tellement riche pour travailler les compétences psychosociales, puisqu'il était conçu dans ce cadre-là. C'était pour aider les professionnels d'aborder justement les thématiques, thématiques de compétences aussi psychosociales en lien avec leur maladie. Mais cet outil-là permet d'accompagner, animer des séances dans le cadre de bilans éducatifs partagés, les séances d'éducatifs en général, voilà, dans le cadre d'éducation thérapeutique, et aussi une partie évaluation. Alors, il était conçu en 2015, il a un livret d'utilisateurs, 47 fiches pédagogiques, ici, jeu de cartes. Il est très, très riche, très coloré. Et voilà, ça enrichit aussi les séances à travers les couleurs, c'est beau. Alors, on va voir maintenant comment on peut s'en servir pour animer ce fameux kit moisson tabac et réagir sur plusieurs parties, motivation de la personne et de se positionner dans cette décision, j'arrête de fumer. Alors, comme vous voyez maintenant sur votre écran, on va se servir de la fiche activité numéro 4 de Comet. Cette fiche utilise comme support une frise chronologique. Alors, cette frise chronologique, c'est passé, aujourd'hui, l'avenir. Alors, vous voyez, déjà première introduction à travers les photo-expressions, il y a beaucoup le mot temps qui apparu. Voilà, positionner un choix sur le temps. Désolée pour prononciation, des fois, vous comprenez bien. Alors, si on positionne le choix sur le passé, voilà, on va s'interroger un petit peu sur les éléments importants dans notre histoire, notre choix d'arrêter de fumer. Voilà, on essaye de voir les éléments les plus importants dans notre passé. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être aussi avec avec le cigarette. Sur le moment aujourd'hui, j'ai fait un choix ici maintenant. J'arrête de fumer et j'essaye de me projeter dans l'avenir, justement, après avoir pris cette décision. Alors, cet outil-là permet de travailler la compétence psychosociale telle que savoir raconter son histoire, son vécu, avoir conscience de soi, se projeter dans l'avenir.
il correspond très bien à des différents arguments aussi. En fait, il peut être associé avec des arguments que vous pouvez trouver sur le site Moisson Tabac. Qui joue sur les arguments dans la projection d'avenir, c'est-à-dire que tous les bénéfices pour notre santé qu'on peut avoir après voilà, de faire ce choix d'arrêter de fumer, déjà après 2 jours, 4 semaines, 3 mois, 1 an et 10 ans. Alors, comment animer cette frise chronologique? Alors, il est important, voilà, vous pouvez vous directement servir des consignes dans les outils Comet. L'intervenant demande aux participants de remplir cette frise. Par exemple, vous avez chacun une frise chronologique vierge. Vous pouvez le remplir en y notant les éléments que vous estimez importants dans votre histoire avant d'arrêter de fumer. Événements, sensations, corps, émotions, comportements. En fait, on met ce qui est important pour nous. Par la suite, l'intervenant demande aux participants de noter sur la partie droite de la fiche voilà, les étapes importantes qu'ils projettent et d'effectuer dans l'avenir. Voilà. Et une fois que nous avons tout positionné sur cette frise, on invite justement à travailler sur les échanges parce que les temps d'éducation pour la santé, c'est aussi le temps d'échange entre les participants. On va continuer, bien sûr, quand on arrête de fumer et qu'on travaille sur notre histoire personnelle, sur notre vécu, sur peut-être une projection, des fois frustration, on est motivé, mais en même temps, on peut vivre plein de différentes émotions. Du coup, il y a une partie de kit qui apparaît par la suite qui s'appelle « Ma situation, mes envies, mais mon émotion aussi ». Et du coup, par la suite, on va y travailler avec une autre fiche de Comet. C'est la fiche numéro 7. Voilà. Alors, comme photo-expression, cette partie-là aussi, elle va se baser sur les cartes émotions. Alors, il y a 43 cartes émotions qui sont proposées. Alors, à quoi il sert aussi ce travail avec plusieurs supports, plusieurs situations, plusieurs émotions, voilà, sur une forme de carte? C'est justement pour ouvrir l'horizon, pour ne pas réduire une émotion à quelque chose de simple, banal. Non, elle se vit, elle a plein de couleurs, elle a plein de noms. Poser des mots justes sur les émotions, c'est important. Du coup, voilà, la fiche numéro 7 va nous aider à animer cette partie-là. Voilà. Alors, dans cette partie-là, vous allez découvrir des cartes qui représentent différentes émotions. Voilà, je peux donner cette consigne-là. Je vous invite à les observer en silence. Vous allez choisir mentalement une carte qui exprime ce que vous pouvez, ce qui peut, ressentir la personne face à la décision d'arrêt de fumer. Alors, une fois votre choix est fait, partagez vos retours. Voilà le choix de carte avec un mot, comme tout à l'heure pour une photo-expression. Et notez vos réponses dans le chat. Alors, je suis en colère. On commence par en haut à gauche. Je suis en colère. Je suis exaspérée. Je suis intéressée. Je suis effrayée. Je suis distrait. La première à gauche en bas, je suis angoissée, je suis joyeux, je suis optimiste, j'appréhende, je suis dégoûtée. Voilà, si vous voulez choisir bien une photo qui selon vous, est le plus précis pour ce qui peut ressentir un patient face à l'arrêt du tabac. Merci. Alors, pour les réponses, on a je suis angoissée. Oula, la 6, c'est angoissée, il me semble. Effrayée, angoissée. Effrayée également. Angoissée, effrayée, angoissée. Ça reste assez là-dessus. Optimiste pour déterminer ma motivation. De l'appréhension également.
Voilà pour les réponses qu'il y a eu. Oui, merci beaucoup. C'est intéressant d'avoir cette vision souvent, voilà, de mots qui apparaissent beaucoup, voilà, angoissés, parce que la projection dans le futur n'est jamais simple. C'est souvent associé aux peurs. Alors oui, mais c'est important de travailler cette partie d'émotion avec les personnes pour aussi nuancer l'émotion qu'ils peuvent ressentir. Voilà, d'avoir peur, c'est différent d'être angoissé. Mais vous savez bien, vous, voilà, parmi des personnes qui participent aujourd'hui au webinaire, il y a aussi les psychologues. Voilà, cette nuance, elle est assez évidente quand on travaille autour de la santé mentale. Alors, du coup, voilà, cette activité-là, comme vous avez vu, elle permet de repérer avant tout ses émotions, exprimer ses émotions, des fois poser un mot, voilà, sur le ressenti. Et alors, dans ce cadre-là de webinaire, nous avons voilà, interagi avec vous pour la projection de ce qui peut ressentir la personne, pour travailler un peu voilà, cette empathie qui est aussi indispensable quand on travaille dans l'éducation pour la santé. Voilà, alors ça permet de travailler ces compétences-là. Le diapo suivante. D'accord, je vais juste préciser, oui. excuse-moi, que dans le cadre de Comet, donc, vous avez aussi ces petits smileys qui permettent, soit effectivement vous avez une première consigne simplement de faire ressortir l'émotion, soit le patient peut aussi en choisir plusieurs et catégoriser effectivement ce qu'il estime négatif ou positif. Voilà, c'était juste ça. Alors, c'est vrai que la partie suivante qui arrive aussi dans le kit, c'est de réfléchir à une certaine stratégie d'arrêter de fumer. Déjà dans le film, nous avons vu que se faire aider est plus facile. Alors, qui seront nos alliés du coup dans cette stratégie d'arrêt de tabac? Alors, pour ça, pour animer cette partie-là, nous avons choisi de travailler avec une fiche de Comet numéro 41. Alors, pardon, il y a une petite erreur, c'est pas des cartes émotions, mais les cartes aidants. C'est le travail sur notre entourage. Alors, inclut l'entourage personnel ou professionnel de la santé. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les personnes aujourd'hui, voilà, selon les choix qu'ils vont faire, soit arrêter tout seul, soit de se faire accompagner, ils réfléchissent des fois à différentes stratégies pour justement parvenir à cet objectif-là. Alors, nous proposons de travailler justement avec les cartes aidants. Pour l'instant, vous allez découvrir uniquement la partie professionnelle de la santé. C'était important pour nous de travailler aussi avec ces cartes-là. Est-ce que si tu peux appuyer le diapo, en fait, plus, voilà. Cette carte-là, pourquoi c'est important de positionner ça? C'est parce que des fois, il y a certaines méconnaissances, des fois, certains préjugés, des fois, on ne sait pas trop, voilà, vers qui s'orienter, qui fait quoi, vers quelle structure je peux m'orienter. Cet exercice, il peut aussi donner l'occasion à personne de découvrir ce paysage qui est proposé, mais qui n'est pas toujours facile, le paysage de professionnels de santé, qui peuvent être vraiment une aide précieuse pour la personne. Alors, on a des cartes voilà, sur médecin généraliste, psychologue, médecin du travail, professionnel de santé, médecin spécialiste, kinésithérapeute, voilà, diététicienne ou pharmacien, puisque voilà, plusieurs personnes peuvent avoir un rôle important dans cet accompagnement. Une fois que la personne, entre guillemets, elle a fait son choix, elle a positionné sa façon de réagir, elle a dit « je préfère arrêter seule ou je préfère être accompagnée par un professionnel de santé ».
On va s'en servir de la fiche numéro 31 qui s'appelle « Je peux le faire ». C'est-à-dire je me suis affirmée dans ma stratégie, mais maintenant on peut dire je veux me projeter dans cette stratégie avec les cartes que vous voyez bien. Soit ce sont des cartes ressources, aides, obstacles, freins ou les solutions. Alors, chaque participant, en fait, chaque personne peut avoir ce petit plateau de jeu, voilà, qui est donné et qui peut coller les cartes avec ses propres réponses. Alors, comment ça se déroule? Voilà, je pourrais juste vous donner ce retour-là, voilà, sur... Vous avez décidé d'arrêter de fumer. Nous allons essayer de voir quels éléments ressources que vous avez en vous ou venant de l'extérieur vous aiderait à atteindre cet objectif. Chaque participant reçoit plateau de jeu avec des cartes sur lesquelles écrivent leurs réponses. C'est pourquoi les cartes sont légèrement aussi transparentes pour pouvoir écrire dessus. Chaque participant réfléchit individuellement aux ressources, quelque chose qui aide à atteindre ce projet qui vient de la personne ou de l'extérieur. Il aussi envisage quelques obstacles. Alors, à chaque fois, chaque participant va inscrire sur les cartes ressources, aides ou obstacles freins. Et voilà, c'est des notions importantes pour lui. Et par la suite, ça serait bien, si c'est possible, partager chaque plateau avec le groupe. C'est-à-dire chaque personne partage son plateau de jeu et à chaque carte obstacle, la personne, elle va essayer de positionner les ressources qui vont, entre guillemets, supprimer ces obstacles-là. Et si jamais c'est des fois difficile de supprimer ces obstacles-là, ça se aussi réfléchit avec le groupe. Voilà, et on revient encore une fois aux photo-expression qui est un petit peu le couteau suisse de ce sevrage tabagique. Le travail sur les aidants et sur comment trouver de l'aide et parmi quelles personnes. On peut effectivement aussi, donc cette partie-là, la travailler encore une fois avec ce photo-expression, en changeant la consigne. Ça peut être parmi les personnes que vous pouvez croiser dans votre vie sociale, donc que ce soit les proches, la vie professionnelle, la vie culturelle, etc. Laquelle ou lesquelles aimeriez-vous mobiliser pour vous accompagner dans votre démarche d'arrêt du tabac? Excusez-moi, je vais enlever ça. Voilà, donc là, ça fait partie également des 60 photos qu'on peut trouver dans ce photo-expression. Et là, on peut retravailler encore en groupe ou en individuel. On retrouve mamie et son appareil photo. Voilà, ça peut être une personne proche de la famille, un parent, un grand-parent. Ça peut être pour la photo numéro 1, par exemple, le conjoint ou la conjointe, qui va effectivement nous aider à tenir bon. Ça peut être le groupe d'amis, ça peut être dans le milieu professionnel. Voilà. Donc ce photo-expression, effectivement, on peut encore l'utiliser dans le cadre de cette motivation de ces aidants et voilà, des personnes ressources, en fait, au-delà des professionnels de santé qui vont pouvoir nous aider dans la démarche. Voilà, donc là, ça fait partie également des 60 photos qu'on peut trouver dans ce photo-expression. Et là, on peut retravailler encore en groupe ou en individuel. On retrouve mamie et son appareil photo. Voilà, ça peut être une personne proche de la famille, un parent, un grand-parent. Ça peut être pour la photo numéro 1, par exemple, le conjoint ou la conjointe, qui va effectivement nous aider à tenir bon. Ça peut être le groupe d'amis, ça peut être dans le milieu professionnel. Voilà. Donc ce photo-expression, effectivement, on peut encore l'utiliser dans le cadre de cette motivation de ces aidants et voilà, des personnes ressources, en fait, au-delà des professionnels de santé qui vont pouvoir nous aider dans la démarche. Voilà, donc la partie outils pédagogiques qu'on vous a présenté, donc vous avez vu qu'avec des outils qui n'étaient absolument pas faits à l'origine
pour travailler sur la thématique du tabac, on a pu quand même accrocher des choses et déterminer des utilisations possibles. Ça ne veut pas dire que c'est valable partout. Ça, c'est un travail qu'on fait donc en tant que documentaliste ou chargé de documentation dans les codes. Quand on pose la question, voilà, quand vient le moment de choisir un outil, on va pouvoir effectivement choisir les outils les plus adaptés parce qu'on a un certain nombre de critères et qu'on connaît assez bien la question, le public, etc. Donc là, ça va être une petite partie un peu méthodologique où on va en gros vous expliquer comment nous, on en est arrivé là, parce qu'on s'est posé les bonnes questions pour choisir l'outil et qu'on a des critères aussi de qualité à respecter pour ces outils. Donc, le choix de l'outil, il va vraiment s'inscrire dans une démarche globale de projet. En fonction des objectifs qu'on peut avoir, du but final, du public évidemment qui va être ciblé, des ressources, que ce soit matériel, temps, budget. Je prends toujours l'exemple un peu simpliste. Si vous n'avez pas de possibilité de projeter un film, par exemple, déjà on élimine tout ce qui est sous format DVD, numérique, etc. Ça paraît un peu bête comme ça, mais mine de rien, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Voilà. Une démarche globale de projet, pour vous faire voir un petit peu à quel moment arrive le choix de l'outil. C'est que d'abord, vous allez faire forcément un petit peu un état des lieux et une étude des besoins, parce que vous avez repéré ou qu'on vous a fait remonter une problématique qu'il faudrait travailler en fait dans le cadre de l'éducation santé. Donc une fois que vous avez fait un petit peu votre étude des besoins, valider ou pas la problématique de départ, vous allez choisir effectivement des priorités, puis vous allez identifier à partir de ce moment-là les ressources existantes. Ça peut être des personnes, des services, des moyens, des finances, le temps. Le temps est une ressource dont on dispose ou pas. À partir de ce moment-là, une fois que vous savez ce que vous voulez faire, vous savez pourquoi vous allez engager votre démarche d'éducation, santé ou de prévention, vous allez programmer un petit peu vos actions. Donc, vous allez définir un certain nombre d'objectifs et à partir de ces objectifs, vous allez dérouler un plan, en fait, opérationnel qui va répondre à ces objectifs. Est-ce que, effectivement, je vais faire une ou plusieurs séances d'éducation pour la santé? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va dépendre du soin? Est-ce que, finalement, c'est une démarche, je pense à la santé environnementale, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas s'adresser au grand public, mais je vais travailler avec les élus pour mettre en place quelque chose autour de la santé environnementale? Voilà. Et en fonction de ça, vous avez déterminé un certain nombre de séances, que ce soit avec les professionnels ou avec le grand public. Et seulement à ce moment-là, effectivement, vous allez voir ma séance, je veux faire ça dedans, j'ai tels objectifs. Est-ce que j'ai un outil qui va m'aider à atteindre effectivement les objectifs que je me suis imposés pour cette séance-là? Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir effectivement choisir un outil pédagogique, puisqu'il va répondre à la fois aux objectifs de la séance, mais aussi aux ressources existantes qui vont nous permettre ou pas d'utiliser tel ou tel outil. On voit que le DVD, par exemple, des 4 petits films sur Santé publique France, c'est assez court, ça ne demande pas énormément de matériel. Ça peut être adapté quand on a 1 heure, 2 heures ou 3 heures sur une séance ou sur une action. On a des outils pédagogiques qui sont beaucoup plus complets, ne serait-ce que Comet, par exemple, où là, vous pouvez travailler sur 7, 8, 10 séances en fonction de vos objectifs. Donc, le choix de l'outil va se faire à ce moment-là. Voilà. Pour une même séance ou pour une même action, on peut bien évidemment utiliser plusieurs outils, puisqu'on a vu que ça dépendait vraiment des objectifs de chaque séance. Ou on peut aussi ne pas utiliser d'outils, tout simplement parce qu'il n'y aura pas d'outils qui vont permettre de répondre à nos objectifs de séance. Vous avez des techniques d'animation, je ne sais pas si vous en connaissez, pense au brainstorming par exemple, qui peuvent très bien remplacer un outil pédagogique.
Avant de choisir son outil, donc une fois qu'on a bien en tête à quel moment de notre action on va choisir son outil pédagogique, il y a des critères qualité qu'il faut surtout pas oublier. Ces critères qualité, ils ont été extraits et synthétisés d'un ouvrage qu'avait fait l'INPES en 2006 dans le cadre de leur pédagothèque, c'est-à-dire qu'ils passaient en gros 6 mois avec un collège scientifique à analyser un outil pédagogique, toujours dans le respect de l'éducation pour la santé et des critères éthiques de promotion de la santé qu'on a vu en début de webinaire. Voilà, ils ont édité un ouvrage de 42 pages, je crois, qui est encore disponible au lien qu'on vous a mis en bas. Et ce sont vraiment des critères qu'on ne peut pas zapper pour choisir des outils pédagogiques de qualité. Alors, ces critères, ils sont regroupés en 4 parties. Donc, il y a une première partie, c'est la découverte de l'outil. L'outil, il faut quand même qu'il soit un minimum joli, engageant. Il ne faut pas que ce soit des couleurs horribles ou autres. Il faut vraiment qu'il donne un petit peu envie de le découvrir. Sinon, de toute façon, il n'y aura pas d'adhésion de la part du public. Il faut également qu'on identifie facilement les origines, les auteurs, les éditeurs, parce que ça reste un gage de qualité et de respect aussi de l'éthique de la promotion de la santé. Il faut qu'on puisse identifier les informations de base, la date, la thématique, le public ciblé. Un outil qui n'a pas de date, s'il propose des informations, on ne peut pas être sûr que les informations sont encore bonnes. On a une deuxième catégorie de critères qualité qui sont là les qualités du contenu. Il faut que les sources utilisées elles soient précisées. Si dans l'outil on vous dit il y a je pense 60 000 fumeurs en France qui meurent par an, il faut qu'ils puissent prouver que ça vient d'une source scientifique et qu'ils n'ont pas inventé effectivement ce chiffre. Il faut que l'outil, donc on en revient encore et toujours, il faut que l'outil reste neutre, qui ne fasse pas la promotion d'une marque. Ça s'est vu, à une époque, il y a Kellogg's, par exemple, qui faisait pas mal d'outils autour de l'alimentation. Et il faut évidemment que ça respecte l'éthique de l'éducation pour la santé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il respecte aussi le public qui vise. Il faut que les adéquations entre les objectifs annoncés et le public ciblé soient effectivement présentes. C'est-à-dire que si on vous dit que c'est un outil qui va permettre, de recueillir les représentations sur le tabac et que derrière, en fait, l'outil donne des connaissances mais ne propose rien qui permette au public de, effectivement, déposer leur propre représentation, il n'y a pas d'adéquation, l'outil, du coup, ne sera pas de bonne qualité non plus. Et si possible, il faut qu'il y ait un guide d'utilisation qui soit clair et qui soit compréhensible. Toutes les personnes qui s'engagent dans l'éducation pour la santé ne sont pas des éducateurs de santé. Ça peut être effectivement des professionnels, ça peut être aussi des profs, ça peut être des animateurs en centre social, par exemple. Ça peut être des particuliers qui font du bénévolat. Il faut quand même que les personnes puissent s'en sortir un petit peu avec l'utilisation de l'outil. Une catégorie, une des plus importantes évidemment, sont les qualités pédagogiques. Il faut quand même, quand on construit un outil, que les connaissances et les représentations du public qui est ciblé par l'outil soient prises en compte. Je reprends un exemple simple. Si on vous dit, on sait que la majorité des fumeurs ont peur de prendre du poids en arrêtant de fumer, et qu'on ne vous dit pas d'où ça vient, c'est pareil. Il faut vraiment. Est-ce que c'est vraiment une représentation du public? Est-ce que ça a été acté? Est-ce que ça a été relevé par des méthodes scientifiques? Effectivement, 80% des personnes ont des difficultés effectivement à arrêter de fumer à cause de la peur de la prise du poids. Cet outil-là, s'il veut répondre à ça, il va falloir qu'il ait vraiment interrogé des sources prouvant ce fait-là. Il faut aussi que les niveaux de difficulté et de langage soient adaptés. Si vous vous adressez, à des primo-arrivants, par exemple, migrants, si vous avez un outil qui comporte 18 pages de rédactionnel avec des mots valables uniquement à l'Académie française, de toute façon, ils ne vont pas comprendre.
Si vous vous adressez à des enfants, il ne faut pas que le langage il soit adulte, etc. Il faut vraiment que l'outil soit adapté toujours au public qui a été ciblé. Il faut aussi que l'outil facilite la participation, l'implication des interactions. On a vu aussi en début de webinaire que l'éducation pour la santé, c'était d'abord la prise en compte des publics. Si le public, quand on utilise avec un outil avec lui, est complètement passif, qui ne peut pas donner son avis, qui ne peut pas s'impliquer, qui ne peut pas interagir avec les personnes du groupe, de toute façon, l'outil peut avoir la meilleure qualité du monde, il tombera complètement à l'eau dans ce cadre-là. Et encore une fois, il faut qu'il ne provoque pas de mise en échec ou de sentiments négatifs. Voilà, l'outil, il est là pour aider le public sur une problématique. Si effectivement il y a une stigmatisation de ce public-là, c'est pareil, vous n'allez rien pouvoir faire avec cet outil. Enfin, il faut que les conditions d'utilisation soient adaptées. Il faut que les consignes d'utilisation soient présentes. Il faut qu'elles soient claires, il faut qu'elles soient faciles à mettre en œuvre. Je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde n'est pas professionnel de l'éducation pour la santé, donc il faut pouvoir utiliser quand même l'outil facilement. Il faut que l'outil aussi précise si l'animateur ou l'animatrice a besoin de connaître vraiment la thématique. Il y a des outils qui vont travailler sur les représentations, sur les idées reçues. On n'a pas forcément besoin d'être un expert dans la thématique ciblée pour utiliser l'outil. Il y a d'autres outils qui vont plus impliquer des contextes. Pour l'alimentation, par exemple, il va y avoir beaucoup plus de travail sur la diététique, sur des informations un peu scientifiques. Il faut que l'animateur ou l'animatrice ait effectivement un minimum de connaissances. La plupart des outils pédagogiques, quand ils sont bien construits, quand ils sont vraiment de qualité, ils vont proposer, au-delà de l'outil en lui-même, une partie thématique qui va permettre à l'animateur ou à l'animatrice d'acquérir les connaissances nécessaires dans la thématique pour l'utilisation de cet outil. Voilà. Alors maintenant, où trouver mon outil pédagogique ? Donc, je vous parlais tout à l'heure de Bebop, donc base de données bibliographiques et base des outils pédagogiques. C'est une base de données qui a été construite au départ en 2005, donc par le réseau des documentalistes et chargés de documentation des CRES et du CODES en PACA, et qui a été fait vraiment pour répondre aux besoins des comités de pouvoir gérer leur documentation, leur fonds documentaire, leur outil-tech, et de pouvoir gérer également les demandes du public et de proposer un peu une autonomisation aussi du public dans la recherche de leur outil pédagogique. L'outil-là a été rejoint, maintenant je crois qu'on est 31 comités dessus en France, parce que justement il répondait vraiment à la fois aux besoins des documentalistes et chargés de documentation, mais également aux besoins du public. Alors, je vais essayer, on va aller faire un petit tour dessus. Donc, Bebop, voilà, ça se présente comme ça. C'est effectivement, je vous ai dit, une double base de données. Quoique Bebop soit plutôt sous forme de catalogue, parce qu'une base de données documentaire, on va avoir des mots-clés, on va avoir une organisation plutôt intellectuelle de la recherche documentaire. Bebop se présente sous forme d'un simple catalogue. Voilà, bon, on vous propose des petites nouveautés. On vous propose également donc par quelle région est partagée cette base de données Bebop. Je vous expliquerai aussi pourquoi c'est important de voir qu'il y a effectivement 31 comités dessus. Donc, pour chercher un outil pédagogique, vous avez deux possibilités. Soit une recherche très basique. Aujourd'hui, au hasard, on va chercher par exemple un outil sur le cabas. Voilà. Vous voyez bien les manipulations, c'est bon ? Oui, c'est fluide. Ouais. D'accord. Donc vous voyez qu'effectivement sur outils cabas, sur la base Bebop, vous avez 172 outils. Ça fait quand même beaucoup quand vous cherchez, vous n'avez pas forcément le temps de regarder partout.
Et puis je vous disais aussi tout à l'heure que les outils tabac, il n'y a pas eu grand-chose de fait ces dernières années. Et je vous disais que la date, dans les critères qualité, était importante. Donc vous pouvez réduire, par exemple, ce champ, choisir, je sais pas, les outils qui ont été faits, par exemple, depuis 2012. Et là, vous voyez, depuis 2012, il n'y a eu que 22 outils de faits. Vous pouvez également choisir le type de document ici que vous voulez. Est-ce que vous préférez un DVD, une mallette pédagogique, une exposition, voilà. Et vous pouvez également choisir votre public. Est-ce que l'outil tabac que vous cherchez, c'est plutôt pour les ados, pour les pré-ados? Voilà. Ça, la recherche par public, c'est quelque chose que je ne conseille pas en début de recherche, tout simplement parce qu'il y a des outils qui vont être valables pour 3-4 publics différents, par exemple les préadolescents, les adolescents, les adultes, les parents, les migrants, par exemple. Et dans ces cas-là, quand on intègre des documents dans Doc, nous, on va les passer en tout public. Donc, si vous réduisez tout de suite par le public, vous risquez de perdre des outils qui, finalement, pourraient être pertinents pour vos actions. Voilà, donc on va aller voir comment se présente une notice. Donc, sur le DVD J'arrête de fumer pour comprendre, donc on vous a présenté tout à l'heure. Vous voyez qu'on vous dit donc d'où ça vient, on vous donne la date, on vous donne la thématique, un tabac, on vous donne le public, adulte, adolescent, tout public. On vous donne un petit commentaire, donc à quoi ce qu'on va trouver effectivement dans l'outil pédagogique. Et si l'outil effectivement est en lien, est disponible sur Internet, on va vous proposer le lien ici. Une deuxième chose ici, quand vous n'avez pas de lien, c'est que l'outil n'est pas accessible sur Internet. Donc là, vous pouvez savoir dans quel comité, effectivement, vous pouvez trouver votre outil pédagogique. Donc là, vous voyez qu'en paquet à tout le monde là, vous avez une Franche-Comté, etc. Quand vous faites des recherches sur des outils en début de recherche, ne vous arrêtez pas non plus au début à choisir ici, si effectivement, attendez, on va revenir sur le tabac. Je vous ferai voir tout à l'heure. Ne vous arrêtez pas à savoir si le comité le plus proche de chez vous l'a ou pas, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses maintenant qui sont disponibles sur Internet. Voilà. Et ça, vous avez donc une recherche avancée également, deuxième type de recherche, où là, je vous disais, ça ressemble un petit peu plus à un catalogue. Et là, vous allez pouvoir choisir, par exemple, une mallette pédagogique ou un photo-expression. Vous allez pouvoir choisir la thématique. Vous voyez, donc ici, on couvre vraiment toutes les thématiques qu'on peut trouver dans l'éducation pour la santé. On va rechercher tabac. Ici, vous avez vos publics, donc pour le moment, on ne s'en préoccupe pas. Et ici, vous pouvez effectivement choisir si on l'a, par exemple, au CODES 84 ou au CODES 83. Donc, en début de recherche, pour une recherche globale, évitez de cocher les cases, voilà, parce que vous risquez aussi de perdre de l'information. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc si par exemple on cherche un outil sur le tabac, voilà, c'est bien coché. Pour, je disais, adolescents et préadolescents, voilà, vous cliquez simplement ici et on va vous donner, on retombe un peu sur la page de résultats de recherche. Voilà. Je ne sais pas s'il y a besoin que je présente beaucoup plus Bebop. Ça peut être bien effectivement pour avoir un début de recherche et puis pour vous familiariser effectivement avec tout ce qu'on peut proposer en outils pédagogiques en éducation pour la santé. Voilà, parce que si on fait une recherche globale, vous voyez qu'en tout, il y a 4721 outils pédagogiques présentés sur cette base BOP. Voilà. Et au niveau, même si c'est pas le sujet aujourd'hui, au niveau de BIB, donc là, ça va être toutes les informations validées dont je vous parlais en début dans la présentation des centres ressources, où on a effectivement une bibliothèque spécialisée. Donc tout est présenté sur BOP et là, on a presque 23 000 références qui sont effectivement sur cette base BIB, base de données bibliographiques. Voilà. Et donc, ce qu'il faut vraiment savoir, donc, c'est
dans les comités qui sont proches de chez vous. Donc ça peut être des CODES, ça peut être le CODEPS, ça peut être aussi sous le nom d'IREPS, selon votre région. N'hésitez pas, vous avez vraiment des documentalistes et des chargés de documentation, quelle que soit la thématique en santé, quelle que soit votre recherche, qui vont pouvoir effectivement vous aider à trouver les outils pédagogiques, à trouver les informations nécessaires à la construction de vos actions. Alors, il y a une question, est-ce que la documentation sur Bebop est payante? Non, bien sûr que non. Bebop, c'est comme toutes les bases de données documentaires. Quand il y a le lien, ça vous propose effectivement le lien vers le document direct, mais ça reste une base de données documentaire qui va vous proposer, ça ne vous propose pas des documents, ça vous propose des notices, c'est-à-dire une indication qu'il existe un document sur telle ou telle thématique. Après, dans les comités, vous avez les documentations, les centres de ressources documentaires qui vont traiter les outils ou qui vont vous envoyer les liens sous format électronique quand ils existent. Voilà, mais vous pouvez emprunter effectivement les outils dans les CODES, CODEPS, CRES et IREPS. Je voudrais juste ajouter que pour le besoin de ces webinaires, le choix était important de présenter les outils qui sont accessibles, mais nous avons dans chaque comité plein d'autres outils qui ne sont pas en ligne, qui ne sont pas si facilement accessibles, mais qui sont très intéressants. Et de plus en plus, qui prend en compte aussi le pouvoir d'agir de la personne. Il y a des outils de prévention générale, mais certaines qui permettent aussi d'accompagner le cadre thérapeutique. Très intéressant, voilà. Pour ça, il faudra plus se rendre sur place puisqu'elles ne peuvent pas être dématérialisées. Alors, pour les modalités d'emprunt, je vois la question. Chaque comité a sa propre politique d'emprunt. Alors, essayez juste de contacter le CODES de votre département pour connaître toutes ces modalités. En général, soit une attestation de prêt, soit un chèque de caution. Ça dépend aussi de quel type de document on va utiliser. Nous, par exemple, au CODES, on a aussi des belles expositions, mais que le coût, il est plus important, pour s'assurer que c'est bien emprunté. Il faut mettre des choses en place. Mais n'hésitez pas de contacter les CODES près de chez vous. Comet, c'est une méthode pédagogique qui a été éditée par CRES. Peut-être c'est le CRES qui peut répondre justement suite à l'accessibilité de cet outil-là. Oui, tout le contenu de l'outil Comet est disponible sur notre site internet cres-paca.org dans la rubrique publication. Oui, il y a effectivement sur la page du site internet sur laquelle vous avez le contenu, vous avez le bon de commande également, donc le CRES l'envoie, l'outil Comet à prix coûtant. Ça doit être de 310 €, je crois, pour l'impression de la mallette en totalité. Juste, parce que là, il n'y a pas encore de questions, juste une petite précision. Tous les outils et tous les documents que vous allez pouvoir trouver dans les centres de ressources documentaires, ils ont été passés au crible de toutes les questions donc méthodologiques posées et de toute cette validation avec les critères qualité et d'autres, parce que là, pour aujourd'hui, on a un petit peu synthétisé. Donc, tous les outils, toutes les ressources que vous pouvez trouver dans notre réseau sont vraiment des ressources validées. Voilà, vous n'aurez plus à vous poser la question de savoir si l'outil il a les consignes d'utilisation, s'il respecte l'éthique ou la neutralité. Tout a été fait effectivement par les documentalistes et les chargés de documentation du réseau. Pour ce kit en particulier, c'est un petit peu compliqué dans le sens où pour avoir normalement son enveloppe, l'enveloppe n'est pas délivrée comme ça. Pour avoir son kit, logiquement, il faut s'inscrire déjà sur le site Moi Sans Tabac, puisque ça fait partie aussi de la pédagogie du défi d'arrêter tous ensemble.
Donc c'est vrai que l'enveloppe reste individuelle. Après, ça nous est arrivé d'en diffuser sur quelques professionnels, mais le but vraiment, quand le professionnel reçoit une personne qui veut s'engager dans la démarche d'arrêt du tabac, le but c'est vraiment de la faire s'inscrire sur ce site Moi sans tabac, parce que c'est cette inscription qui va permettre le suivi individuel en réceptionnant effectivement son propre kit, en ayant le suivi avec l'application Tabac Info Service. Voilà, et pour vraiment profiter pleinement de ce kit, c'est l'inscription individuelle qui va vraiment permettre cette prise en charge globale. C'est pour ça que là, le kit, on ne vous l'a pas présenté tel quel, mais on l'a présenté en fil rouge pour que justement dans la démarche d'arrêt du tabac des personnes auxquelles vous pouvez, des patients ou des personnes auxquelles vous pouvez être confrontés, on a voulu en fait se servir de ce guide et de cette enveloppe, de ce kit qu'ils pourraient avoir pour justement aller un petit peu plus loin et pouvoir proposer des choses et des outils qui vont permettre de mieux encore intégrer et mieux travailler effectivement ce qu'on peut trouver dans ce kit. Là, je pense que je vais peut-être refaire appel au docker Stéphanie Marché, voilà, qui est la documentaliste du CRES. Alors, la création d'un outil pédagogique, elle est longue et elle est décrite dans des ouvrages de référence. C'est une méthode qui est bien documentée et qui nécessite de respecter un certain nombre de critères qualité. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est vous envoyer quelques références bibliographiques sur ce sujet. D'articles, d'ouvrages. Il y en a pas mal qui sont en ligne et qui vous permettront d'avoir une méthode pour avancer dans la création d'un outil pédagogique. Peut-être qu'avant de vouloir créer un outil, l'idée est d'abord de pouvoir rechercher si l'outil n'existe pas déjà. Peut-être qu'il y a une recherche à faire en amont, puisqu'il y a beaucoup d'outils qui existent, qui sont référencés déjà dans Bebop et qui donc sont des outils qui sont qui sont basés sur des données probantes. C'est ça que tout à l'heure tu disais, peut-être pas probants, mais qui répondent aux critères qualité, voilà, dont tu as parlé tout à l'heure, Stéphanie. Peut-être qu'avant de créer, il faut faire un petit état des lieux de l'existant. Là, on est complètement, on retrouve en fait la démarche globale de projet, où d'abord on va partir d'une problématique. C'est est-ce que j'ai besoin de créer un outil? On va effectivement faire un état des lieux et notamment, comme tu dis, une analyse de l'existant. Voilà, j'ai une problématique, je trouve pas d'outil, est-ce que ça existe? Voilà, et puis après on resuit un petit peu, on est complètement dans le cadre de la démarche de projet en éducation pour la santé. Mais effectivement, n'hésitez pas à faire appel aux documentalistes et chercher de documentation du réseau pour voir, parce qu'il y a quand même assez peu d'outils qui n'existent pas, si j'ose dire. Il y a quelques thématiques qui émergent, notamment l'éducation pour la santé se saisit de plus en plus de la santé mentale, par exemple, du travail autour de la santé mentale ou de la santé environnementale. Le CRES a justement développé un centre de ressources, notamment santé environnementale, depuis quelques années, parce que c'est une thématique dont les acteurs de l'éducation pour la santé se sont effectivement saisis. Donc c'est très rare qu'un outil n'existe pas beaucoup. Et en général, la démarche est très longue pour la création. Par contre, il existe aussi des outils pédagogiques qui ont pu être créés dans certaines équipes et qui finalement vont être validés par des instances. Je pense à la MILDECA, j'ai toujours du mal à prononcer. La MILDECA qui, encore de temps en temps,
peut valider effectivement un outil pédagogique qui a déjà été créé et qui a fait ses preuves. Mais de toute façon, voilà, on respecte toujours l'éthique de l'éducation, de la promotion de la santé, toujours ces critères qualité. C'est vrai qu'il y a vraiment une grande différence de ce qui est créer une super d'animation et créer un outil pédagogique. C'est vraiment un travail très, très élaboré qui demande une certaine implication des partenaires, d'expertise. Vraiment, voilà, ça se construit. Outil pédagogique, ça se construit d'une manière très réfléchie. On a souvent, on a des demandes aussi comme ça de l'accompagner, la création des outils. Alors, nous, on appuie toujours les partenaires en apportant aussi cette partie de compétences qui est méthodologie de projet. Ça veut dire que voilà, on pose des objectifs ensemble, on va voir comment on peut y s'y prendre. Après, voilà, c'est quelque chose qui peut aussi être. Vous pouvez solliciter le CODES pour vous aider. Quand il s'agit d'éducation pour la santé ou prévention. Alors, les goodies type bal anti-stress avait été déjà mis en place il y a 2018. Ouais, à partir de 2018, mais que dans le cadre des villages Moi Sans Tabac. Après, donc c'était assez limité en termes de nombre, hein, parce qu'il n'y avait pas une grande distribution et c'était pas à l'intérieur des kits. C'était pour les personnes qui venaient sur les villages Moi Sans Tabac, donc c'était pas de partout. Mais votre proposition est intéressante et ce que je peux vous proposer, c'est que nous, pour l'édition 2020, on pourra peut-être en discuter avec l'Agence régionale de santé pour voir si quelque chose peut être financé dans ce cadre-là. Cette année, on a proposé des masques aux couleurs du Mois Sans Tabac qui ont pu être diffusés notamment aux membres du groupe Moi Sans Tabac en région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la demande. Donc l'année prochaine, peut-être qu'on pourra également utiliser ce moyen d'aider le fumeur, l'ancien fumeur, mais également, comme vous le disiez, de communiquer sur la campagne et également peut-être sur les ressources en région. Donc merci pour cette proposition. Et si vous avez d'autres idées de goodies, mis à part les balles, on est preneur, on pourra tout à fait vous les proposer éventuellement si les événementiels de terrain reprennent pour l'édition 2021 Moi Sans Tabac. Les badges, d'accord, c'est noté. Les badges ont manqué cette année. Oui, c'est vrai que cette année, ils ne les ont pas proposés à Santé publique France. Les kawaii étaient bien. Les kawaii, oui, c'était un bon moyen de faire connaître la campagne et surtout d'être repéré avec ce jeune voilà, qu'on voyait de très loin, mais pareil, ils les ont pas prévus pour cette année. Alors après, ce qui peut être fait, c'est que quand vous allez mettre en place vos actions Moi Sans Tabac, vous pouvez demander un soutien financier à l'assurance maladie ou à l'ARS dans le cadre de petits appels à projets. Et vous pouvez demander un soutien financier pour la création comme ça de goodies, la création peut-être de t-shirts aux couleurs du Mois Sans Tabac, de badges spécifiques qui présentent à la fois le Mois Sans Tabac et puis votre structure partenaire en dessous. Voilà, n'hésitez pas à vous saisir de ces appels à projets qui sont là pour vous aider à produire aussi des outils de com et des outils d'aide à l'arrêt personnalisés. Sur les perspectives un peu, parce qu'on est un peu dans les supports un peu communication, mais qui peuvent aussi aider les personnes. C'est une idée à partager. C'est comme un genre d'objet qu'on pose sur le bureau ou on peut poser chez soi. Vous savez, qui peut être sur le Mois Sans Tabac, qu'on appuie, qui peut faire un bruit d'engagement et peut-être des fois le cri d'émotion face à une frustration. Ça pourrait être aussi quelque chose qui attire les personnes à travers le bruit et en même temps exprime quelque chose. D'accord. C'est bien, ça donne des idées. Je laisserai les intervenantes compléter. Je n'ai pas, moi, en tête de lien entre ces deux notions, addiction et incivilité. Après, ce qui peut être fait, c'est peut-être un travail au sein de l'hôpital en lien avec l'ARS
pour pouvoir réorganiser l'environnement, pour orienter de manière un petit peu sous-entendue les personnes vers un lieu plus adéquat pour fumer, ou en tout cas où il y a des poubelles ou des cendriers, où ça limiterait en fait toute cette incivilité dont vous parlez. Mais ça, je crois que c'est un gros travail qui peut être fait dans le cadre des lieux sans tabac, puisqu'il peut y avoir un travail sur l'environnement, vraiment l'environnement qui est proposé au sein de l'hôpital. Enfin, au sein de l'hôpital, j'entends intérieur et également l'espace extérieur que vous proposez à la fois aux patients, aux salariés, enfin à toutes les équipes. Et lieu sans tabac, c'est pas seulement c'est pas seulement enlever les cendriers, c'est aussi voilà, vous êtes confronté à ce problème-là. Et dans la conversation, on voit que c'est le problème de beaucoup de lieux sans tabac. Donc, je pense qu'il y a peut-être déjà des solutions qui ont été proposées. Et si c'est pas le cas, peut-être qu'il faudrait en discuter au niveau régional et peut-être aussi avec le niveau national. C'est vrai que ça s'inscrit, voilà, il n'y a pas un outil, entre guillemets, aujourd'hui qui accompagne, parce que le complexe, voilà, c'est pas juste incivilité, des fois c'est question santé mentale, voilà, c'est complexe. Alors pour moi, votre demande, elle s'inscrit, comme elle a dit Marion, dans une démarche beaucoup plus globale. De suite, dans ma tête, c'est un projet à mettre en place. Voilà, c'est important de comment travailler, et le parcours, mais c'est vrai, en tant que même citoyen, quand on arrive à l'hôpital, en fait, l'hôpital sent le cigarette. Avant tout, il a l'odeur de cigarette et de fumeur à l'extérieur. Bien sûr, c'est pas dans le regard ou dans le ressenti jugeant, mais c'est la réalité. Je vais maintenant vous remercier tous qui avaient participé aujourd'hui, ceux également qui nous ont suivis pendant ces 8 webinaires, donc qui est un nouveau format qu'on a proposé en 2020, qu'on va reproposer en 2021. Alors on va essayer de proposer d'autres thématiques, d'autres sujets qui pourraient vous intéresser, et puis on en discutera au prochain comité de pilotage. Puisque aujourd'hui, on commence déjà à réfléchir au mois sans tabac 2021 et je vous incite à commencer à le faire, à ne pas hésiter à me contacter directement pour qu'on puisse voir ensemble ce qui peut être proposé sur 2021. Sachez que déjà, l'appel à projet mois sans tabac de l'assurance maladie est sorti. Donc, je vais envoyer cette information. Si vous ne l'avez pas déjà eu, je vais l'envoyer demain par un flash mois sans tabac. Je vais bien vérifier que les personnes qui sont en région PACA, j'ai bien les coordonnées. Sachez que c'est un appel à projet national. Donc, dans chaque région, normalement, vous devez l'avoir reçu. Et l'Agence régionale de santé de PACA va également proposer un soutien financier aux actions mois sans tabac au cours du mois de juin. En tout cas, au niveau national, Santé publique France nous recommuniquera et nous informera de ce qui est mis en place au cours du mois de juin. Donc, pareil, comme les années précédentes, on vous tiendra informé des nouveautés et des axes pour cette nouvelle édition. Donc, comme on disait, le webinaire va être en ligne sur la chaîne YouTube du CRES. Il y a déjà les 6 premiers, il manque le 7e qui est en validation. Et je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on se retrouve dès que vous le souhaitez, en fait, et surtout au mois de juin pour préparer la nouvelle édition. Je vous remercie à tous, intervenantes et participants, et vous souhaite une bonne fin de journée.